Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 2 mars 2025. Malgré les efforts du gouvernement pour assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, il y a encore des entraves qui fâchent. Vous allez le voir, les conducteurs de taxis auto victimes de tracasseries routières n'en peuvent plus. Ils ont manifesté leur ras-le-bol à travers 2 journées de cessation de travail, une grève de 48 heures pour rappeler aux autorités compétentes de prendre leur bâton de pèlerin pour faire rétablir l'ordre sur les axes routiers. Le mouvement d'humeur n'a pas été sans conséquences. Comment peut-on expliquer cette situation dans un pays pourtant engagé pour l'intégration régionale? Vous allez le comprendre avec Richard Afanou. Il est le point focal de la CESCRAO, Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Sur un autre plan, le jeûne musulman a démarré depuis hier samedi au Bénin et partout même dans le monde. Une nouvelle édition de ce mois d'adoration et de bénédiction. C'est le mois saint par excellence pour les musulmans et c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Ce mois est également considéré comme le mois de la charité avec l'imam Shakiro Amoussou. Nous allons revenir sur les recommandations et les bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Nous ferons également le tour d'horizon de l'actualité nationale avec le décryptage des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est juste après la revue de presse hebdomadaire de Assiongbo Kanyi. Assiongbo Arnaud Domaou prendra la parole juste après la revue hebdo pour le décryptage de l'actualité nationale et les journalistes au quotidien La Nation. Vous suivrez donc ces analyses sur un certain nombre de sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours au Bénin. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous comme vous savez d'ailleurs le faire tous les dimanches quand il sonne 13 h. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le Bénin donc qui pleure l'un de ses dignes fils fauchés par la mort. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a reçu les derniers hommages du pays à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement de la première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé. Les épreuves ont été officiellement lancées ce samedi au collège d'enseignement général de Saint-Élita. C'est ici à Cotonou. Images et reportages à suivre. Assure également les précisions sur le premier regroupement des sélections départementales U15. Les talents détectés dans le Borgou sont en formation. 5 disciplines ont été retenues à cet effet. Le Bénin, toujours sous le choc suite à la disparition tragique de l'un de ses 10 fils, Kwaro Yves Chabi, victime d'un accident de la route le 20 février dernier, alors qu'il se rendait à Parakou pour lancer officiellement les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Hier, samedi, toute la nation lui a rendu les derniers hommages pour l'homme exceptionnel qu'il a été pour son pays. Les hommages et les témoignages ont été reçus à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou. Reportage. C'est ici, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou, qu'il a reçu les derniers hommages de la République. Kwaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, jusqu'à son décès survenu le 20 février 2025, des suites d'un accident de la route, a eu droit à une cérémonie d'hommage digne du nom, marquée par la présence d'un parterre de personnalités politiques et administratives. Au cours de la phase protocolaire de cette cérémonie, marquée dans un premier temps par la célébration eucharistique, officiée par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque métropolitain de Parakou, Feu Kwaro Yves Chabi a été fait grand officier de l'ordre national. Yves Kwaro Chabi, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons
à la dignité de grand officier de l'ordre national. Dans son allocution, le représentant du gouvernement, le ministre Salimane Karimou, a rendu hommage à un ministre engagé et disponible pour la République qui a favorisé la mise en œuvre de plusieurs réformes dans le secteur éducatif. Des mérites réitérés par le représentant du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Selon Ayouba Garba, l'illustre disparu était de son vivant un ministre exemplaire, dévoué, avec un sens d'écoute irréprochable. Honoré Tabenois s'est contribué à former les ressources humaines compétentes et compétitives au service du développement de la nation et surtout la transformation structurelle de l'économie béninoise. Monsieur le ministre, Kwaro Yves Chabi, honoré Tabenois, s'est contribué à atteindre et même dépasser les taux de succès scolaire fixés à travers les lettres de mission attribuées par votre autorité le 23 décembre 2024 au titre de l'année scolaire 2024. Le préfet du Bogou, également présent lors de cette cérémonie, garde de vifs souvenirs de sa collaboration avec Kwaro Yves Chabi, un homme qui sait aussi s'excuser. Son frère aîné, représentant la famille éplorée, a, après avoir salué le soutien du peuple béninois dans cette épreuve difficile, trouvé le bout de temps nécessaire pour rendre hommage au garde du corps du ministre mort dans les mêmes circonstances. Travailleur, consciencieux, rigoureux, discipliné et digne, ayant un grand sens de l'État, à la fois affable et courtois, d'un commerce agréable, jamais un mot plus haut que l'autre, respectueux de tous, il savait aussi arrondir les angles et rendre service à tous. J'adresse au nom de toute la famille nos sincères condoléances à la famille du feu sergent Christian Sabi Kawepo, garde du corps du ministre qui a succombé tragiquement dans les mêmes circonstances. Je me souviens toujours de cette phrase que ce dernier répétait: si le ministre doit mourir, c'est que moi je suis mort avant lui. Cette grande cérémonie d'hommage intervient après la veillée de prière déroulée au domicile du défunt. Elle sera par contre suivie de l'inhumation qui aura lieu dans l'intimité familiale du regretté ministre Feu Kwaro Yves Chabi. Et quelques jours seulement après le décès du ministre Yves Kwaro Chabi, une autre disparition tragique a été signalée. Le préfet Firmin Aimé Couton s'en est allé également, une énorme perte pour la nation à la préfecture d'Abomey ainsi que d'autres services déconcentrés et même dans les différentes villes du département. C'est la consternation, sociabilité, disponibilité et ouverture d'esprit. Ce sont les qualités que ses collaborateurs retiennent de lui. On va suivre quelques collaborateurs au micro de Imet et Hélène Amonso. L'homme, c'est-à-dire Firmin Aimé Couton, a été un collaborateur à moi quand j'étais encore ici comme préfet du Zoué des Collines. De lui, je retiens de très bonnes impressions. Et il était un collaborateur à moi, mais il était également un frère ami. Je n'ai pas souvenance que lui, moi, nous ne nous sommes pas compris une seule fois par rapport à un sujet, tout cela. Donc c'était la convivialité. Il était très serviable. Il était mon CM à l'époque. Professionnellement, monsieur le préfet Couton connaît son job, comme on le dit vulgairement. Préfet, mais nous nous voyons régulièrement ici. Et nous échangions. Vraiment, je reste très triste. C'était quelqu'un de très chaleureux, facile d'accès, n'est pas compliqué. Donc, nous avons toujours travaillé avec lui dans une ambiance amicale, empreinte de chaleur. Voilà, donc c'est vraiment regrettable. On est encore sous le choc, on est tous abattus. C'est la journée la plus lugubre pour nous. Hein. On n'a pas eu vent, il n'était pas malade, il n'était pas...
Le préfet, il était très réceptif, très collaboratif. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de dossier qu'on lui apporte sans trouver de solution. Et c'est le patron qui ne fait pas forcément le patron. Des problèmes comme ça, il en a résolu. On devait rendre disponible des terres au niveau de Zakota. Il nous a beaucoup aidés. Zakota, Zanyanado, il nous a aidés à libérer les espaces. Le préfet, l'homme part. Je ne peux que souhaiter paix à son âme. La nouvelle est venue surprendre tout le monde, prendre tout le monde de court. C'est d'abord de la tristesse. Tout le monde était affecté. De la personne, je ne l'ai pas assez côtoyé, mais je pense qu'il a été... Il y a eu beaucoup moins de tumulte à Abomey, beaucoup moins de mouvements. Donc on suppose qu'il a su bien gérer, qu'il a su bien maîtriser la situation. Parce qu'autrefois, quand on parle de préfet, c'est opposition, les mouvements, n'est pas en accord avec les politiques, les associations. Mais ces dernières années, il n'y a pas eu ces mouvements-là. Donc on suppose que le monsieur maîtrisait son sujet, il assurait et assumait pleinement l'autorité qu'il était. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de quelques rares événements. C'était un monsieur qui accordait assez d'intérêt à ses administrés, il était beaucoup présent. Il accordait de la valeur, de l'importance à tout. Moi, je l'ai rencontré beaucoup plus dans le milieu sportif. Tel ce qu'on disait de lui, il s'affichait comme un monsieur assez sociable. Donc je pense que lorsqu'on perd une autorité de ce genre, de cette valeur, il y a de quoi le regretter. Il y a de quoi regretter. Qui sera là, qui fera comme il a su le faire le peu de temps où il est resté, où il y a eu beaucoup moins de mouvements, beaucoup plus de compréhension, d'entente, de coopération, de cohésion à l'interne avec les gens. Bon, on attend de voir. On attend de voir, mais il faut avouer qu'avant tout, sa mort reste une perte pour la localité, pour les administrés et pour le poste surtout. Et voilà donc pour ce témoignage. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé a été lancée hier. Samedi, le collège d'enseignement général Sainte-Rita ici à Cotonou a abrité la cérémonie officielle. L'objectif du gouvernement à travers ce concours est de renforcer les communes en agents sanitaires qualifiés. Explication Hugues Vigbe et Louis Tonocoin. Convergence humaine extraordinaire ce matin vers le CEG Sainte-Rita de Cotonou. L'occasion représente du pain béni pour cette dame qui fait de bonnes affaires. À l'intérieur de l'établissement, pendant que certains candidats consultent le tableau d'affichage pour connaître leur salle de composition, d'autres sont d'ores et déjà installés. En révision ou en prière, ces derniers attendent patiemment l'heure fatidique. À 8 heures, le top est donné. Les épreuves sont exceptionnellement lancées par les représentants des ministres concernés. Ces derniers auraient dû attendre les retardataires. 341 postes sont ouverts dans le cadre de cette première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé. Il s'agit, entre autres, des postes de chirurgiens, de sages-femmes, d'inspecteurs et d'administrateurs. Disons que nous avions eu au total environ 4250 dossiers que nous avons traités. Et après étude, nous avons retenu 1694 candidats. Et ce sont ces 1694 candidats qui sont répartis sur 6 centres. De 2016 à 2024, nous avons à peu près plus de 2500 agents qualifiés qui sont recrutés au profit du secteur. Et sans compter ceux qui sont localement recrutés sur financement propre des centres de santé. Mais au constat, on note une répartition inéquitable de ces ressources en santé. C'est en cela que le gouvernement, en 2024, a décidé d'organiser un concours au profit des collectivités territoriales décentralisées. Les agents recrutés seront rapidement déployés sur le terrain
afin de couvrir les besoins en ressources humaines des communes. Toujours dans l'actualité, on parle politique à présent. L'ex-coordinateur départemental ZOU de Foscori pour un Bénin émergent tourne dos à son ancienne formation politique. Patrice Aloves fait son adhésion au parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moël Bénin, grand acteur de développement et figure importante en politique dans la 23e circonscription électorale, notamment à Zobodomé. L'homme a officialisé sa venue au parti de Jacques Ayadji à travers un rassemblement avec toute sa base électorale. Vous allez le voir, l'annonce a été faite au cours d'un rassemblement. Ibet Elena Moussou. Autrefois coordonnateur départemental des Foscori pour un Bénin émergent, FCBE dans le ZOU, Patrice Loves s'est fait son adhésion au parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. L'annonce a été faite ce week-end à Zobodomé lors d'un rassemblement. Moi, Patrice Loves, Tajomu Runongan Somansi Toda, ex-coordonnateur départemental du parti FCBE et du parti Notre Expérience, toute ma base comprise, prenons l'engagement de travailler en synergie d'action avec tous les responsables et militants du Moël Bénin pour les résultats de plus en plus améliorés. Dans sa déclaration, le nouveau venu au parti de Jacques Ayadji a fait savoir que cette décision intervient après une longue réflexion. C'est aussi le résultat de sa vision actuelle quant à la façon dont il appréhende faire de la politique. Il entend s'inspirer de cette dizaine d'années d'expérience dans le domaine afin de faire rayonner davantage Moël Bénin dans sa localité, de même que sur le territoire national, et contribuer de façon significative au développement du pays tel que le prônent les idéaux du parti d'accueil. On a toujours entendu parler des activités de Moël Bénin, notamment du président Jacques Ayadji, ses œuvres et ses projets pour les jeunes. Ce que le parti met en avant, c'est l'engagement des jeunes. Dans les autres partis, les jeunes n'ont pas tellement leur place, mais avec Moël Bénin, on sent qu'il y a ce dynamisme-là. Au nom du vice-président du parti Moël Bénin dans le ZOU, le camarade Arsène Bienvenu Souglo, au nom de la coordination départementale du ZOU du parti Moël Bénin, je reçois la déclaration officielle de notre pépé camarade, Loves Patrice, pour l'enracinement du parti Moël Bénin dans le ZOU. Pour les responsables de la formation politique, c'est également et surtout une satisfaction que de pouvoir compter et profiter des connaissances d'un grand acteur de développement et figure importante en politique dans la 23e circonscription électorale. Autre volet de l'actualité dans cette édition, les membres du réseau africain des maraîchers éco-santé évaluent depuis mercredi au Bénin le travail abattu par leur organisation au cours de l'année écoulée. C'était à la faveur de leur traditionnelle concertation interafricaine. C'est la 13e édition cette année. Les travaux étaient placés sous le thème la recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique. Nassis Alossé a assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est une rencontre annuelle voulue par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, du tabac, du catering et des branches connexes pour contribuer à passer du maraîchage conventionnel à celui éco-santé. Et nous comptons sur chaque maraîcher ici présent pour continuer la bataille. Nous avons affronté vents et marées, transformant chaque défi en levier de croissance, chaque obstacle en pierre d'édifice pour bâtir notre réseau RAMES plus fort et plus résilient. Un RAMES de plus en plus résilient qui initie ses membres à l'usage des alternatives et des produits de substitution aux intrants minéraux et chimiques. 3 jours durant, ils se rendent à l'école de l'approche éco-santé afin de la mettre en application à travers leurs activités quotidiennes. Déjà, nous faisons le maraîchage bio au Mali. Mais c'est pour acquérir des nouvelles connaissances. Voilà, c'est pour notre bien même, mangeons sain et pour un environnement sain. Après cette rencontre-là, que tous les pays aient fait la restitution
au niveau de leur pays et faire des sensibilisations auprès des producteurs pour qu'ils quittent de la production conventionnelle à la production éco-santé. Des attentes nourries à l'aube de cette 13e concertation interafricaine dont les travaux sont placés sous le thème « La recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique ». Cette démarche de recherche opérationnelle mérite de s'imposer à notre système de production maraîchère parce que la santé est au-dessus de tous les vœux. C'est un immense plaisir, je dirais un immense privilège d'être le garant de la santé et du bien-être des autres. Et c'est ce que vous êtes. Des garants du bien-être des autres façonnés justement par le programme Éco-Santé dont les acquis sont aujourd'hui visibles dans tous les pays membres. Nous avons des sites aujourd'hui qui sont certifiés, donc au niveau du Burkina Faso où on peut aller toute sérénité donc, pour ces produits, donc, procurer donc, des produits. Les producteurs ont été également formés sur les techniques de production, sur le concept même de l'approche éco-santé. Des acquis qui aujourd'hui apportent stabilité sociale et épanouissement aux membres du RAMES, un réseau qui regroupe 7 pays de la sous-région, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo, le Mali et le Bénin. Sport à présent, sachez que les 12 départements du Bénin accueillent simultanément, et ce depuis mercredi, le tout premier regroupement des sélections sportives départementales U15 initié par le ministère des Sports. Ce programme s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation de jeunes talents. L'objectif est de mieux structurer durablement la relève sportive nationale. Pour le compte du département du Bogo, c'est la ville de Parakou qui sert de cadre à cette formation des talents sportifs. Et 5 disciplines ont été retenues dans le cadre donc, de ce programme. Reportage. Il s'agit de l'aboutissement d'un programme ambitieux de promotion et de développement du sport à la base, conduit par le gouvernement à travers le ministère des Sports et ses partenaires depuis 2018. Ce premier regroupement des sélections sportives et départementales, réuni ici au centre des Sports, ainsi qu'au stade municipal de Parakou, de jeunes talents repérés et sélectionnés à l'issue des championnats scolaires de l'année 2023-2024. Il est très important, n'est-ce pas, après une sélection départementale, à la suite du championnat scolaire de l'année dernière, de l'année scolaire dernière, n'est-ce pas, de regrouper ces talents-là et de faire une évaluation, n'est-ce pas, de leurs compétences. Maintenant, faire une évaluation de leurs compétences reviendra aussi à mettre sur pied un petit projet de jeu, un petit projet d'entretien, un petit projet d'amélioration de leur qualité, n'est-ce pas, pour permettre qu'ils progressent. C'est ce qui suit dans le processus. Parce qu'un travail a été fait au niveau des coachs, les coachs locaux qui étaient ici, ils ont commencé à travailler avec les enfants, à travers les classes sportives, à travers les écoles de basket. Maintenant, c'est à partir de leur travail qu'on a fait une sélection et on est venu travailler avec eux pour les renforcer. Lancé officiellement ce mercredi 26 février 2025 à Plakoué, ce programme s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation des jeunes talents initiée par le ministère des Sports pour structurer durablement la relève sportive nationale. C'est un regroupement qui est fait des enfants de pratiquement toutes les communes. Donc il était important de les regrouper pour qu'elles puissent, se familiariser et sur le plan du football, qu'elles puissent avoir des automatismes entre elles. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas seulement qu'au niveau des garçons, des filles, il y a aussi les garçons qui sont là. On vient de finir avec les garçons, maintenant c'est les filles. On a 25 garçons, 25 filles. Heureusement que les 25 ont répondu présentes pour ce premier regroupement. Avec 2352 jeunes garçons et filles sélectionnés à travers tout le pays, ce premier regroupement pose les jalons de la nouvelle politique de détection et d'encadrement des jeunes talents béninois. Les meilleurs vont intégrer les académies régionales dès leur ouverture, renforçant ainsi la vision du gouvernement de faire du sport un véritable levier de développement. Encore une note de sport pour boucler la première partie du grand format. Il y a eu un nouveau-né dans la famille du handball béninois. Il s'agit de l'équipe de la SBEE, dénommée Énergie Handball Club, dont la saison 2025 a été officiellement lancée vendredi dernier. C'était à la faveur d'une conférence de presse à la direction générale de la société à Cotonou. Occasion pour les dirigeants de dévoiler au public ce nouveau club professionnel de handball, sa vision et surtout ses ambitions
compétition pour la saison 2025 qui s'annonce. Reportage. Voici la dernière année sportive de la Société béninoise d'énergie électrique. Énergie Handball Club qui voit le jour et rejoint la famille des sports demain au sein de la société. Entre nous, travailleurs de la SBE, il y avait déjà des amateurs et des anciens joueurs de handball qui, malgré leur profession, leur quotidien, essayaient déjà de jouer les samedis, les dimanches pour se refaire une santé. Donc l'idée est née de là, il y a 3 ans, de lancer un club de handball pour maintenant aller en compétition et aller sur le plan professionnel. C'est ainsi que la Société béninoise d'énergie électrique débarque dans le handball béninois. L'idée est de véhiculer davantage les valeurs et surtout l'image de la SBE à travers ce sport demain comme le font les équipes de football, de volleyball et de basketball de la société. C'est une ambition qui s'inscrit dans l'optique de la stratégique de reconquête du territoire de la SBE. Alors comme il y a beaucoup de monde à SBE, 2000 personnes, on a déjà habillé tous nos électriciens avec, je dirais, une tenue de travail où les couleurs de la SBE se voient. Et en fait, vous êtes un peu le prolongement de cette action de rendre visible la SBE sur le terrain. Énergie Handball Club fera partie des équipes qui vont animer le championnat professionnel de handball au cours de la saison 2025. Une première saison au cours de laquelle l'équipe ne compte pas jouer le second rôle. Pour ça, elle s'est donné les moyens pour une bonne moisson de joueurs expérimentés. Nous avons pu mettre la main sur certains joueurs qui sont avec nous ici. Ils sont là. Comme vous le voyez, c'est des joueurs qui ont été champions au niveau de Flowers, d'autres vice-champions au niveau de l'équipe de Aspac, il y a cela 3 ans. En prélude à la saison 2025, Énergie Handball Club a déjà démarré les séances d'entraînement depuis plusieurs jours. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe aura disputé un match amical dans les jours à venir et un tournoi de handball à 4 clubs à partir du 16 mars 2025. Et c'est sur ces images du nouveau club de handball au Bénin que se referme l'acte 1 du grand format. Restez avec nous, c'est le moment d'ouvrir les discussions sur ce plateau. On va commencer à parler de ce mouvement d'humeur des conducteurs de taxi auto. Que réclame-t-il? Richard Afanou nous le dira. Il est le point focal de la CESCRAO, c'est la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. On va l'installer avec ceci. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé Queen Fumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Gozi village, boa, couton, sans tanga. Une grève de 48 heures avec possibilité de la renouveler si nécessaire. Donc c'est le moyen trouvé par les conducteurs de taxi auto pour manifester leur indignation face aux tracasseries routières dont ils font l'objet depuis quelques mois. Et pourtant, l'on croirait que cette pratique est déjà révolue sous le régime actuel, le régime de la rupture. Mais les acteurs disent le contraire. La liste des infractions qui ne cesse de s'allonger pour leur soutirer donc dessous une fois en route avec leur
passagers. Que se passe-t-il réellement? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau le point focal de la CSCRAO, c'est la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur Richard Afanou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Les conducteurs donc de taxi auto sont mécontents, vous le savez déjà très bien. Que se passe-t-il sur les parcs et sur les routes? C'est encore un grand plaisir pour moi de vous dire merci, de m'avoir invité pour ce sujet très brûlant qui nous gêne, qui gêne les conducteurs, qui gêne vraiment les responsables que nous sommes. Puisque ça fait un très bon moment que... on a entendu des mouvements dans le rang des conducteurs, tout était calme apparemment. Oui, les chauffeurs, les conducteurs étaient fâchés. Ils n'ont pas fait de grève, mais ils ont fait cessation de travail pour 2 jours. Pour 2 jours, puisque franchement, ceci qui se passe aujourd'hui est très criard, la tracasserie policière. Nous sommes matés un peu partout, au besoin serait. Ils sont très nombreux maintenant sur la route. On ne connaît plus les postes de contrôle et on ne connaît plus les postes de sécurité. Ils sont un peu partout à la chasse des conducteurs que nous sommes. Donc les gens se trouvent un peu gênés. Ils ont voulu donner de la voix. C'est un peu le travail pour se faire écouter. D'accord. Alors, les raisons évoquées, on parle de la création de nouvelles taxes donc ces derniers jours sur les routes inter-États. Quelles sont ces taxes? Bon, les taxes, vraiment, on ne peut que les citer, puisque tout d'abord, vous-même, vous savez, le gouvernement, à un certain moment, a décidé que, même pour prendre l'assurance, aujourd'hui, il faut payer la TVM, il faut faire la visite technique, et ainsi de suite. Ils ont accumulé tous les 3 taxes, ce qui nous rend la vie très difficile. Parce qu'avant, nous faisons la visite technique, et c'est la fin d'année, à partir du 3e mois, qu'on nous réclame les TVM. Et maintenant, ils ont accumulé tous les 3, ça nous rend la vie vraiment très difficile. Moi-même qui suis là, mon TVM périmment dans le mois d'avril. Mais maintenant, je vais pour la visite technique. On me demande que je dois prendre encore pour cette année, alors que j'ai encore pour l'année en cours. Vraiment. Avec ça, ça nous rend vraiment la vie difficile. En plus, nous allons citer toutes ces taxes-là. La visite technique maintenant, nous le faisons 3 fois. 4 fois dans l'année. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Alors que dans les autres pays, c'est 6 mois. Vous voyez le coût. Les ponts péages, quand tu quittes Porte-Nouveau pour Ilakodi, nous avons 3 postes de péage. Vous voyez. Et par exemple, je prends toujours mon exemple. À Ouida, pour ma minibus de 19 places, je paye 1000 francs. Tandis que Grand Pont, je paye 2000 francs. Aller-retour, ça nous fait 6000 francs. Tout ça, c'est des taxes. Ce qui veut dire que... Des taxes que vous ne trouvez pas nécessaires. Que nous ne trouvons pas nécessaires. Parce que nous voyons ce qui se trouve dans les autres pays. Par exemple, il y a des pays où on paye 200 francs. Le Ghana a supprimé totalement ces taxes-là, ces taxes de péage. La Côte d'Ivoire, sur presque 1000 km, vous verrez seulement un seul poste de péage. Au Bénin, vraiment. À côté de ça, il y a également les surcharges. Donc les surcharges que les conducteurs ont du mal à respecter compte tenu donc, de la capacité donc, de leur véhicule. Les policiers ne font pas également cadeau sur la question. Bon, s'il faut parler du surcharge, sans mentir, sur les parcs, nous avons refusé les surcharges. Peut-être c'est taxis qui ne veulent pas, une fois en route, qui se mettent en route, qui font des chargements sur la route parce qu'il n'y a plus d'autorité syndicale, ce qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Non, sinon sur ça, là, nous avons éliminé ces surcharges-là sur tous les parcs
de notre territoire du Bénin. Parce que nous avons nos responsables un peu partout qui suivent les chargements quand les chauffeurs se mettent autour. D'accord. Les tracasseries routières, on va sur les axes routiers, on va le dire comme ça, avaient pourtant disparu parce que vous-même plusieurs fois vous avez applaudi donc le régime du président Patrice Talon pour avoir travaillé donc sur cette question, et cela a permis donc aux conducteurs d'exercer donc leur métier en toute tranquillité. Alors ces derniers temps, que se passe-t-il? Vraiment, ça étonne tout le monde parce que vous venez de le dire. Et quand c'est bon, nous disons que c'est bon. J'avais applaudi le gouvernement Talon parce que je vends mon pays même à l'extérieur. Quand je vais ailleurs, je traverse tous les pays avec la tête haute parce que tout le monde parle bien de notre pays. Surtout concernant la tracasserie policière. Vraiment, monsieur le journaliste, ce qui se passe maintenant, c'est criard. D'accord. La solution, est-ce que c'est la cessation de travail? Est-ce que c'est la solution? Puisque ça va faire également des manques à gagner aux conducteurs, non? Oui, ça fera. En tout cas, c'est des avertissements pour qu'au moins l'autorité sache. Les conséquences sont là quand les véhicules ne tournent pas. Oui, pour que l'autorité sache que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire parce que les tracasseries policières, des contrôles excessifs, les hors gabarit, il y en a plein. Vous voyez. Alors que, vous savez, Dieu donne la force à tout le monde. Et parmi nous, il y a les plus riches et il y a les plus pauvres. Vous voyez un pauvre conducteur qui fait un effort pour acheter un véhicule avec lequel il nourrit sa famille. Un jour, on lui arrache. Ce serait difficile pour lui et pour sa famille. Alors que dans les autres pays, nous voyons ce qui se passe. Par exemple, Dieu a dit de donner, de semer. Quand on sème, on récolte toujours. Nos politiciens ici, vraiment, ils en ont, mais ils ne donnent pas. Si par exemple, tu as un frère et que on lui arrache ce qu'il lui donne à manger, vous voyez que c'est difficile. Par contre, les autres pays, le gouvernement offre ces moyens. Justement, vous êtes également conducteur, vous faites le trajet Cotonou-Abidjan presque tous les jours. Quelle est l'ambiance sur l'axe Cotonou-Abidjan? Au fait, je fais la route. Je suis encore au volant. Le 20 mai maintenant, j'aurai 70 ans, mais je tiens. Et c'est une grâce de Dieu. Bien sûr. Vraiment, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'ambiance sur cette route-là, elle n'est pas mauvaise. Mais ce que nous déplorons, c'est toujours la tracasserie policière. C'est toujours la tracasserie policière. Et pour le Bénin, c'était moins maintenant. Le Bénin a commencé, et le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, vraiment, les conducteurs que nous sommes, nous en avons un peu marre. D'accord. On va parler de cette initiative donc portée par votre confédération en décembre ou fin novembre. Donc dernier, Cotonou a abrité un atelier donc de relance le mécanisme donc de suivi des bus des voyageurs inter-États pour renforcer l'intégration régionale. Ça fait déjà 3 mois donc, que ces assises donc, ont été tenues à Cotonou. Il y a eu des recommandations sans doute à l'issue des travaux. Fondamentalement, est-ce que les lignes ont bougé depuis 3 mois? En réalité, depuis le 28 et le 29 novembre, il y avait une grande réunion qui a regroupé tous les acteurs. Nous avons eu la présence des éléments de la Côte d'Ivoire, la douane, la police, les eaux forêts, les hauts gradés, les colonels du Togo, du Ghana, même de la Guinée. Nous avons reçu aussi les responsables du Nigeria,
même il y a un du Niger qui était là. Donc, tout le monde sait qu'après la réunion, le mécanisme allait démarrer aussitôt. Oui. Grande a été notre surprise jusqu'à présent, ça traîne. Et j'ai fait tout ce que je peux, que jusqu'à présent, le dossier au niveau, le haut niveau reste. Il peut être qu'il reste le chef de l'État qui doit... Le haut niveau, c'est à la table du chef de l'État. Parce que selon les renseignements, j'ai rencontré tout le monde au ministère des Finances. Il dit tout est OK. Le dossier, le ministre même a accordé. Et c'est le reste maintenant sur le niveau du PR. Jusqu'à aujourd'hui, si finalement le dossier a été approuvé, les différents acteurs sont accordés sur... la méthodologie donc, de fonctionnement donc, de ce mécanisme, qu'est-ce qui bloque selon vous? Bon, ce qui bloque, c'est sûrement encore l'État. Il faut que le chef de l'État donne des instructions, donne son accord pour que le démarrage vraiment du mécanisme au Bénin démarre. Parce que ça fait des manques à gagner. Ça fait en sorte que les conducteurs des cars ont commencé à bouder. Parce qu'au fait, chez nous, la tracasserie est moins. Mais de l'autre côté, par exemple, si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils sont en mécanisme quand ils arrivent. Donc d'Abidjan à Cotonou, il n'y a pas de tracasserie. À partir des gares routières, les cartes sont fouillées par la douane, la police, chez eux, la gendarmerie, les eaux et forêts et tout. Et leur départ, les cars sont scellés. Tous les cars sont scellés. Et quand c'est scellé, quand ils démarrent, aucun policier, aucun douanier ne les arrête jusqu'à la frontière. Seul. La frontière peut-être du Bénin, parce qu'en traversant le Ghana aussi appuie, mais scellé, le Togo, seule la destination, seul le Bénin pouvait déceler, faire le contrôle, voir si c'est les marchandises, il y a des marchandises dans le car. S'il y a des marchandises, les gens procèdent à des dédouanements et aussitôt, le cas, au lieu de 2 heures de temps, les cars font 1 heure de temps. Au lieu de 6 heures de temps, les cars font 3 heures de temps. Ça a une rapidité. Mais par contre, quand ils se retournent... D'accord. Le sens Cotonou-Abidjan, ça devient calvaire pour les conducteurs. Ça devient vraiment un calvaire. Et ceux qui n'ont pas payé à l'aller... D'accord, il le paye au retour. D'accord. Fondamentalement, qu'est-ce que le Bénin gagne donc, en acceptant ou en accompagnant l'effectivité de ce mécanisme de relance? Tout d'abord, le Bénin gagne beaucoup. Beaucoup. Bon, premièrement, quand le mécanisme va démarrer au Bénin, il y aura les conducteurs qui seront contents. Il y aura les transporteurs qui seront contents. Il y aura les passagers qui seront contents. Parce que ce serait encore une fierté pour nous, les conducteurs du Bénin, pour nous, les voyageurs du Bénin, que l'État a encore pensé à nous. À cause des tracasseries. Par exemple... Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État a oublié les conducteurs parce qu'il en a fait beaucoup dans plusieurs secteurs? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été oublié? Bon, je ne pouvais pas le dire parce que j'ai fait la remarque moi-même que le chef de l'État en a fait beaucoup même. Si on prend l'exemple des artisans, si même je prends l'exemple des commerçants, si je prends l'exemple des footballeurs, vous allez voir, regarde combien de marchés qui a été construit au Bénin pour les commerçants. Oui. Combien de terrains
pour les footballeurs. Mais peut-être notre tour viendra parce que le président de la République est un homme très bien. Et je suis sûr que peut-être avant la fin de son mandat, il va penser à nous. Et on aura aussi des jolies gares routières sur nos parcs respectifs. D'accord. Est-ce que le gouvernement doit engager des fonds? Est-ce qu'il y a l'incidence financière que doit assurer donc, le gouvernement en acceptant l'effectivité de ce mécanisme de relance? Le gouvernement ne doit pas mettre un franc dedans. Parce que ce que nous faisons, c'est la volonté des conducteurs. C'est la volonté des transporteurs. Tout se passe entre nous. Tout se passe entre les conducteurs, les transporteurs que nous sommes. Notre volonté est que le gouvernement, notre gouvernement donne son accord pour que le mécanisme commence au Bénin. D'accord. On va finir sur la question, donc avec votre message sans doute à l'endroit peut-être du gouvernement et de tous ceux qui sont concernés par le suivi de ce dossier pour son aboutissement, pour le grand bonheur des conducteurs, vous l'avez dit. Au nom des conducteurs du Bénin que je représente ici et au nom des conducteurs, de tous les conducteurs de l'Afrique de l'Ouest, tous les responsables des conducteurs de la CESCAO, je souhaite, un peu comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je souhaite que ça se passe chez nous. Et je demande franchement à notre président de la République, le chef de l'État, de prendre ce dossier en main lui-même, personnellement, afin que le mécanisme puisse démarrer au Bénin. Ça fera plaisir pour les conducteurs que nous sommes. Ça fera plaisir surtout pour les transporteurs, les conducteurs de cars des autres pays, parce que même le Niger a commencé, le Niger était dans le mécanisme. Ouais, ça fera plaisir pour tout le monde. Vraiment, donc, vraiment, je demande pardon au président de la République, puisque les gens nous ont dit que le dossier est à son niveau, qu'il donne tout simplement son accord. Le gouvernement ne met pas un franc dedans, seulement son accord pour que le mécanisme démarre au Bénin. D'accord. Message sans doute entendu. Merci à vous, M. Richard Afano, point focal de la CESCAO, c'est la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. On va dire très bonne journée à vous. Merci, merci monsieur le journaliste. D'accord. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet à présent et d'inviter aussi pour parler Ramadan, c'est l'imam Shakirou Amoussou qui vient nous expliquer les recommandations et les bienfaits de ce mois de Ramadan. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka Loulou de l'Est. Cotonou, suivez.
Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. C'est une période particulière de dévotion, mais aussi un temps à forte dimension communautaire. C'est parti pour 30 ou 29 jours de jeûne avec d'intenses prières. Les fidèles musulmans du Bénin et du monde accomplissent depuis le samedi, depuis hier, ce pilier de l'islam. Alors, qui peut jeûner et que gagne-t-on en observant cette prescription du Saint-Coran? L'imam Shakirou Amoussou est ici pour nous éclairer. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Bonjour. Alors, que représente ce mois de Ramadan pour les fidèles musulmans? Merci d'abord de m'avoir invité. Et avant tout propos, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être ici et également de nous avoir permis une fois encore de vivre ces mois bénis de Ramadan. Donc nous les rendons grâce et que paix et bénédiction soit sur les sceaux des prophètes. N'eût été lui, on ne saura pas l'islam, le jeûne, on ne serait pas en train de parler du Ramadan. Donc nous lui rendons hommage, bien sûr, mérité. Le Ramadan, pour la communauté musulmane, c'est une prescription d'Allah. Vous n'êtes pas sans savoir, l'islam est bâti sur 5 piliers. Donc l'un des 5 piliers de l'islam, c'est bien évidemment le Ramadan. Donc si vous êtes musulman, l'islam d'abord c'est la soumission à Allah qui repose aussi 5 piliers. Donc vous devez observer les 5 piliers et l'un des piliers c'est le jeûne du mois béni de Ramadan. Et ce n'est pas seulement la communauté musulmane où Allah a prescrit ces jeûnes-là. Donc le Coran nous fait savoir dans la sourate al-Baqarah, la vache où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh vous qui avez cru, vous qui êtes croyants, kutiba alaykum siyam, le jeûne vous est prescrit kama kutiba alal ladhina min qablikum, comme cela a été prescrit à ceux qui ont vécu avant vous, ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, afin vous atteindriez quoi? La piété. Donc le jeûne pour musulmans, c'est une recommandation d'Allah, une prescription d'Allah, et ça fait partie, une prescription où de Adam, de la première créature, pratiquait, vous voyez, et jusqu'au Mohammed, au dernier des prophètes. Donc, et on nous recommande aussi de faire. Comme le Hajj, aller une fois au Hajj dans ça, si vous avez les moyens, c'est même statut que le jeûne. Et la zakat, donc c'est comme ça. C'est une obligation. Vous avez la santé, vous êtes en bonne santé, vous avez vos facultés au point et rien n'empêche, vous devez jeûner. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que le jeûne a déjà démarré, mais comment le musulman doit-il se préparer pour aborder ce mois? Oui, la préparation d'abord, elle est spirituelle, comme je viens de le dire. On se prépare sur... D'abord en islam, on ne s'engage pas dans quelque chose, que ce soit un acte d'adoration ou de la vie sociétale ou tout autre, sans connaître les fondements, les règles. Vous voyez, donc la préparation commence par là d'abord. La préparation spirituelle. Vous voyez, peut-être les gens, l'année dernière, par maladie, bien évidemment, ou bien les femmes comme les hommes, n'ont pas pu jeûner les 30 jours du mois de jeûne. Donc il est recommandé
où on doit rattraper les préparations, on doit rattraper ces jours qui n'ont pas été jeûnés pendant l'année antérieure, on doit les rattraper. Pour certains, non seulement qui rattrapent, mais il fait aussi une compensation. Donc la préparation, c'est d'abord spirituel, physique, du point de vue physique, social. Donc maintenant, il y a des gens, il faut que le médecin déclare qu'eux, ils ne sont pas aptes à jeûner. Donc c'est les préparatifs du jeûne. Donc on doit préparer comme si nous préparons tous nos événements, comme si nous préparons toute organisation. Et c'est comme ça. On doit se préparer mentalement, spirituellement. Je sais que je dois aller, je suis un fonctionnaire où je travaille. Je dois m'organiser de sorte que, pour ne pas rater les prières, surtout les prières de Tarawi, les prières nocturnes, les 5 prières quotidiennes, et prendre mon sahour à 5 h du matin, tout ça là, c'est toute une organisation. Ouais, c'est toute une organisation. Donc, sur ce plan on se prépare même avant Ramadan. Les mois qui ont précédé, qui précèdent Ramadan, c'est les mois qui nous préparent déjà. Rajab, Sha'ban, vous comprenez? Donc, voilà. C'est quand. On va parler maintenant des bienfaits donc, de ce mois de Ramadan pour le jeûne, justement, qui accomplit ce pilier. Les bienfaits du Ramadan sont énormes. Vous voyez? D'abord, le Ramadan, comme mérite, on ne doit pas parler de bienfaits ou bien des avantages sans parler de mérite du Ramadan. Oui. Il faut savoir, les jeûneurs, que l'invocation du jeûneur, de celui qui jeûne, à la rupture du jeûne, au moment où il veut rompre son jeûne, son invocation est toujours exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin d'aller consulter un marabout pour invoquer ou bien non. Allah offre cette occasion, cette faveur à tout jeûneur. Lors de la rupture le 19 h, certains sont tellement pressés, comme ils sont restés durant toute la journée affamés, sans manger. Donc dès qu'ils sont 19 h, sans attendre quelques minutes, donc ces moments précis-là, Allah écoute. L'invocation, c'est sans barrière. Ça remonte vers Allah automatiquement et directement. Donc nous invitons les jeûneurs à profiter, à saisir ces occasions, à dresser les doléances, les demandes, les manquements, ce qui les manque, les soucis. C'est le moment plus que jamais de les adresser, de les soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rompre le jeûne. Il y a des invocations spécifiques où le prophète nous a appris, par exemple, comme mais en dehors de ça, nous-mêmes on a des besoins personnels. C'est le moment de les dire à Allah. Donc voilà quelques mérites de ceci. Et le jour de la résurrection, il y a des portes qui sont exclusivement réservées aux jeûneurs, appelant les portes de rafraîchissement. C'est réservé seulement aux jeûneurs. Maintenant, comme avantage, sur le plan spirituel, ça entraîne, l'objectif c'est-à-dire, ça entraîne l'homme à l'endurance. Le jeûneur, vous voyez, ce n'est pas facile. Si vous n'êtes pas patient, endurant, ça même inculque l'autodiscipline. Et si ce n'est pas pour Allah, là, restez toute la journée, vous avez soif. Je ne sais même pas celui-là qui peut nous empêcher de boire de l'eau. Donc, ça met en nous, sur le plan spirituel, la crainte de Dieu, l'autodiscipline. Maintenant, sur le plan social, le jeûne, maintenant, habitue la communauté à l'organisation, à l'union. Voilà comment, le soir, la rupture, comment, comme pauvres ou riches, nous partageons les repas, les iftar ou soit, comment l'ambiance reste, comment les mosquées sont pleines. Et ça inclut également en nous l'amour de l'égalité et de la justice. Vous voyez, ça évite aussi, pour nous les jeunes aussi, la corruption et les vices et les maux. Vous comprenez? Un jeune, vous voyez, autour de lui, et fait la paix parce qu'il est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu, en nous imposant, en nous recommandant le jeûne, il sait que l'homme, parfois, nous posons des actes de manquement et que nous outrepassons parfois des limites. Mais c'est des moments pour nous éduquer, pour nous amener à nous contenir, à nous maintenir. Vous voyez, si vous n'êtes pas sincère avec votre Créateur, comment vous pouvez être sincère avec les hommes? Donc le jeûne nous apprend à être sincère vis-à-vis de notre Créateur, à être discipliné vis-à-vis de notre Créateur. C'est qu'un jeûne, vous êtes en jeûne, mais vous ne pouvez pas vous lever, aller voler, arracher la femme d'autrui, détourner les biens publics, non. Mais dire, calomnie,
fait du mal, j'ai réussi à aller voler. Donc voilà ce que les jeunes, ça ramène la paix. Vous comprenez? Ça fait qu'on a une société de paix. Donc c'est ça. Dieu a nous craignant, il sait. Vous voyez, donc ce que les jeunes font dans notre vie, non seulement spirituellement, de point de vue sociétal, c'est énorme. Maintenant physiquement, ça permet d'avoir la santé. Ça élimine les mauvais cholestérol, je ne suis pas docteur, mais ça c'est justifié. Vous comprenez? Dans quel cas le jeune musulman est-il autorisé à ne pas jeûner? Oui, il y a plusieurs cas. Par exemple, je prends le cas des femmes, par exemple, celles qui sont en menstrues ou en lochi. Celles-là sont dispensées de jeûner. Mais elle rattrape après le mois béni de Ramadan. Maintenant, celle qui allait ou une femme enceinte, celle qui allait, si elle craigne pour leur propre santé, dans ces cas, elle ne jeûne pas. Peut-être ça peut porter atteinte à leur propre santé, ça peut nuire à leur propre personne, que ce soit la femme enceinte, que ce soit celle qui allait, elle ne jeûne pas. Mais elle rembourse après le mois béni de Ramadan. Maintenant, celles qui sont enceintes ou celles qui allaitent, elles craignent pour les bébés, pour celles qui sont enceintes, pour qu'elles ne fassent pas fausse couche, ou bien que les laits maternels tarissent celles qui allaitent. Non seulement dans ces cas, elle rembourse le jeûne après le mois béni de Ramadan, mais elle fait une compensation, al-fidya. Une compensation, elle nourrit une personne chaque jour, vous comprenez, du jeûne, comme les règles de compensation en islam. Maintenant, un malade, quelqu'un qui est malade, vous voyez, dont on espère la guérison également, et que le jeûne, où les médecins nous confirment que le jeûne pourrait porter aussi atteinte à sa santé, pourrait nuire à sa santé, cette personne peut laisser le jeûne et après, il compense. Il rembourse les jeunes. Un vieillard également. Personne des trois, un vieillard de 70 ans, 73 ans n'est pas en mesure même de jeûner. Il compense. Il nourrit un jeûne chaque jour, de quoi rompre le jeûne et de quoi prendre pour le sakour, pour jeûner également. Donc, voilà les personnes qui sont dans ces cas où on ne peut pas, même le voyageur également. Celui qui voyage sur une longue distance. Sur une longue distance et que le jeûne constituerait par exemple comme une difficulté pour lui, il peut laisser le jeûne. Il est dispensé, il peut laisser le jeûne et après le mois béni de Ramadan, il compense. Il est recommandé également de lire beaucoup le Coran donc pendant ce mois de Ramadan. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette maîtrise, que peuvent-ils faire? D'abord, le mois béni de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois où Allah Tabarak wa Ta'ala a révélé le Coran à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, tous les livres saints, toutes les écritures saintes ont été révélées dans ces mois. Donc c'est un mois béni. Le mois du Coran, le mois de Goufron, le mois du pardon, le mois de partage, le mois de la haute solidarité, le mois de la haute adoration. Donc le fait de lire, de multiplier la lecture du Coran, ça a beaucoup de bienfaits. Non seulement ça apporte une récompense pour celui qui le lit et à son entourage également. Maintenant, votre question est savoir si celui qui ne maîtrise pas le Coran, maintenant qu'il assiste aux assises du Coran, ce n'est pas forcément de lire le Coran en arabe. Ce n'est pas forcément. Il y a le Coran traduit dans plusieurs langues aujourd'hui. Le Coran aujourd'hui est traduit en goût, que nous avions été une cause pour l'avoir traduit en goût. Le Coran aussi est en français. Et puis lui comprendre. La lecture du Coran, c'est de comprendre le sens. Il ne suffit pas de faire une simple lecture ou sans comprendre le contenu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas forcément, et pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, que c'est forcément, il faut lire en arabe pour avoir la récompense. Non. Ils peuvent chercher le Coran, ça se vend partout, à Zongo et ailleurs, le Coran en français, et comprendre le sens de ces versets, de ces sourates-là. Donc, ceci contient beaucoup de récompenses et beaucoup de biens
et beaucoup de mérite. D'accord. Dans cette période, nous avons constaté que les dates sont beaucoup consommées par les jeunes. Quelle est la particularité de ce fruit en ce temps de Ramadan? Oui, la date, c'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les scientifiques aussi également l'ont démontré. Ce qui prouve que l'islam, c'est une religion émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une religion d'une créature humaine. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour rompre le jeûne, ça commence par la date, à défaut l'eau potable. Vous voyez, supposons que quelqu'un qui est resté comme ça toute la journée sans rien manger, sans boire, sans manger, en même temps, il commence par manger l'eau. Vous voyez, il commence par manger l'eau en même temps. Il commence par manger l'eau, c'est pas bon. Donc c'est ça, ça fait partie de la tradition du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que pour rompre le jeûne, la première des choses d'abord, c'est pas les dates d'abord, à défaut de l'eau potable. Ça, c'est la sunna, c'est la tradition du prophète Mohammed. Vous voyez, en l'islam, on ne fait rien au hasard sans suivre le Coran et que suivre la tradition du prophétique. Donc c'est ça où les musulmans sont attachés. Vous voyez, les dates un peu partout, ils privilégient. Donc c'est l'enseignement prophétique. D'accord. On va finir sans doute un message à l'endroit de toute la communauté musulmane. C'est de dire mon message, de dire de saisir cette opportunité, ce mois béni, le mois où Allah a privilégié de tous les mois, le 9e mois lunaire, le mois du Coran, le mois où il y a une nuit qui finit dans ce mois, qui dépasse 1000 mois, le mois où Allah tabaraka wa ta'ala décide de toute affaire, celui qui doit rendre l'âme, celui qui doit s'enrichir, celui qui Allah va lui arracher le pouvoir, ainsi de suite. Le mois où Allah pardonne tous les péchés, le mois de bénédiction, de saisir cette opportunité, de considérer comme c'est le dernier Ramadan sur terre, et saisir l'opportunité, et prier, et jeûner, et partager, et donner. N'attendez pas que vous ayez beaucoup d'abord, que vous soyez riche d'abord. Autour de vous, même si c'est 25 ans, vous avez donné 10 francs dedans. Partagez. Que celui qui sent un pauvre, une personne vulnérable à côté de vous, qui sentent vraiment que nous sommes vraiment dans un mois béni, le mois de Ramadan. Nos querelles, nous devons taire les conflits, les différends. D'abord, on ne jeûne pas le mois de Ramadan en ayant son semblable ou bien son camarade, son frère. Non, en ayant de rancœur envers lui. Non. Donc, l'autre chose également que j'aimerais dire aussi aux fidèles musulmans est que toutes les nuits, n'attendez pas les dernières nuits du mois béni de Ramadan pour commencer par veiller en prière surrogatoire. Non, toutes les nuits pourraient être bien évidemment la nuit du destin. Donc, il faut que chaque nuit du mois béni de Ramadan, les nuits qui se réveillent et que ne serait-ce que 2 unités de rakat, qu'ils fassent 2 unités de rakat. Cela contient de bien. Donc c'est seul Allah qui peut résoudre nos problèmes. Aucune personne, aucune j'ai sur terre ne peut même résoudre. C'est Allah. C'est le moment, plus que jamais, nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Merci à vous, Imam Shakirou Amoussou. Bonne suite de jeûne à vous et très bonne journée. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de quelques minutes pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Achiongbo Kanye Achiongbo. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média Arnaud Doumaon, et journaliste au quotidien La Nation. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. On va l'installer avec la revue hebdo signée Achiongbo Kanye Achiongbo.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. Le matinal mettait l'accent sur le patriotisme et l'efficacité dans l'audit du fichier électoral au Bénin pour informer que le lundi 24 février 2025, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les membres du comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Cette rencontre avait pour objectif de réaffirmer les missions qui incombent à cette équipe de 5 personnalités issues de la société civile et d'experts en gouvernance que sont Jean-Baptiste Elias, Gustave Assa, Mudassirou Bachabi, Michel Alokbo et Kassimou Chabi. Déjà mardi, Fraternité écrivait que cette réunion qui a eu lieu dès 10 heures du matin représente une étape essentielle dans la réalisation de cet audit, demandé depuis plusieurs mois par l'opposition, en particulier par le Parti Les Démocrates. Les débats ont porté sur les conditions et les garanties requises pour la transparence et l'impartialité du processus. Pour Patrice Talon, en général, toute fin de mission génère un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission et consorts, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de demander si ce qu'on fait est attendu de tous. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, a-t-il assuré. En tout cas, relevait la Nation du vendredi, les appels incessants à une relecture du code électoral ne reçoivent pas écho favorable chez le locataire du palais de la Marina qui s'est fait sa religion sur la question et n'entend certainement pas regarder dans le rétroviseur. Il ne démord pas de façon pédagogique. Il a exprès administré cette piqûre de rappel à l'opinion, mais surtout aux acteurs concernés au premier plan. Espérer de sa part un fléchissement pour une probable relecture du code électoral serait illusoire, alors qu'il recevait en audience les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral désigné par le cadre de concertation de l'opposition. Patrice Talon est revenu sur cette préoccupation continuellement exprimée par les acteurs politiques de l'opposition, à savoir la relecture du code électoral dont il juge les dispositions chrysogènes. Face aux préoccupations récentes sur la crédibilité de la liste électorale, soulignait la Nation, Aristide Adjinankou Niaoui, directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, a apporté des clarifications le vendredi au siège de l'institution à Cotonou. Il a réaffirmé la fiabilité du registre électoral et la rigueur du processus d'actualisation des données d'état civil. Aristide Adjinankou Niaoui a réaffirmé l'engagement de l'ANIP à garantir un registre d'état civil moderne et accessible. Il a appelé à la collaboration des citoyens et des autorités pour assurer la fiabilité des élections. Ensemble, construisons un système inclusif, transparent et efficace, a-t-il conclu. Et pour avoir accédé à la requête d'information politique de l'opposition et autorisé la mise à disposition de ressources publiques adéquates à cette fin, rapportait la Nation. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEA au Bénin, approuve cette démarche et salue l'ouverture du président Talon. Il l'a fait savoir le mardi 25 février au président de la Commission électorale nationale autonome, relevant qu'en réalité le pays connaît depuis quelques années une évolution extrêmement rapide du système d'identification des personnes, une avancée significative pour son organisation. Amadou Diong souligne cependant l'importance de la liste électorale qui n'est pas qu'un instrument technique. Nord-Sud Quotidien croit savoir que l'audit du fichier électoral est perçu comme une étape essentielle pour garantir la transparence des prochaines élections, mais dans un contexte politique tendu, il reste à savoir si les résultats de cet audit seront acceptés par tous ou s'ils nourriront de nouveaux débats. Et puis Libération indiquait que des milliers de diplômés trouvent leur voie grâce au programme spécial d'insertion dans l'emploi. Fraternité expliquait que lancé en juillet 2020, le programme spécial d'insertion dans l'emploi a permis de transformer significativement l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés béninois. À la date du 31 décembre 2024, les résultats obtenus témoignent de l'impact positif de cette initiative gouvernementale.
Grâce à ce programme, 7130 jeunes, dont 30,1% de femmes, ont pu être insérés dans le monde du travail, réduisant ainsi le chômage et facilitant leur transition vers une carrière professionnelle stable. L'implication des entreprises a été un facteur clé du succès du PSIE. En effet, 1668 entreprises partenaires ont contribué à la mise en œuvre du programme en proposant plus de 15 500 postes à des jeunes en quête d'opportunités. Au total, 63 728 candidats éligibles ont eu l'opportunité de postuler, témoignant de l'intérêt massif suscité par cette initiative. Bénin Intelligent fait observer que le programme spécial d'insertion dans l'emploi est une véritable réussite pour l'emploi des jeunes au Bénin. Ces résultats exceptionnels témoignent de l'efficacité de l'approche adoptée et de l'engagement de tous les acteurs impliqués. En surmontant les défis actuels, le PSIE pourra continuer à jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'emploi des jeunes et le développement économique du pays. Sur la question de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État dans les 117 communes, Libération indiquait qu'il n'y aura pas de tournée de reddition de comptes, du moins pas pour le moment. C'est ce qu'il faut retenir du démenti formel du porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngoubeji. À un an de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel et des élections générales de 2026, il a été annoncé une tournée du chef de l'État. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée à Siongbo Kani, à Siongbo, que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations en plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Il est déjà installé. Arnaud Doumaon, bonjour. Bonjour, cher ami. Journaliste au quotidien La Nation, merci d'être avec nous. On va commencer avec cette actualité. Le fichier électoral sera bel et bien audité. C'est le résultat de l'engagement dont a fait preuve Patrice Talon, le chef de l'État, en acceptant de financer le budget du comité de pilotage mis en place par l'opposition à cet effet. Alors, première lecture de l'acte posé par Patrice Talon, faut-il le saluer? Évidemment qu'il faut saluer l'acte posé par Patrice Talon, non seulement du fait qu'il tient promesse ou il tient cet engagement-là parce qu'il a pris l'engagement quand même devant le parti, la délégation du Parti des démocrates, voilà, conduite par l'ancien président Boni Yahi au palais. Et il a dit, nous serons prêts quand même, nous sommes prêts. Si vous n'avez pas de moyens... mettre les moyens à votre disposition pour l'audit du fichier électoral. Parce que vous savez que, normalement, si moi je prends l'initiative d'auditer, je dois avoir les moyens. Tout à fait. C'est pas les moyens de ma politique, mais moi, je dis bon. Je dis bon, il fait beaucoup de bruit pour réclamer l'audit, mais je n'ai rien. Heureusement, fort heureusement, parce que c'est républicain. C'est républicain parce que lorsque nous parlons du fichier électoral, c'est un instrument hautement politique, un instrument qui peut entraîner, donner lieu à des crises dans un pays. Donc, les contestations commencent par le fichier électoral, parce que certains disent que nos électeurs, experts, on les a retirés de la liste électorale. Comme on sait que tel parti sont fiefs de telle localité ou telle autre, on s'arrange quand même pour que ces gens d'électeurs-là, ces électeurs ne se retrouvent pas sur le fichier électoral ou se retrouvent très loin de leur bureau de vote, de leur poste de vote. Vous savez qu'il y a eu ces gens de récrimination par le passé pour les différents scrutins que nous avons connus avec la liste électorale. Donc je crois que c'était urgent
très important. Encore que nous voulons reprendre carrément un nouveau cycle électoral avec les élections générales, quand même d'aller toiletter cette liste-là pour que chacune des parties puisse se mettre d'accord là-dessus. Vous voyez, ce qu'on peut regretter, au-delà, on peut apprécier la hauteur de l'acte parti salon, mais déplorer quand même la décision de certains partis politiques de la mouvance de ne pas quand même trouver la pertinence de l'audit du fichier électoral. Justement, on dirait que le chef de l'État n'est pas trop en phase avec ses soutiens politiques. Ont-ils intérêt à ce que le fichier électoral soit tel qu'il est aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je ne vois pas. Je ne peux pas être un parti politique, un soutien, encore plus un soutien du chef de l'État, et me dire, bon, je suis absent. Là où il faut quand même auditer le fichier électoral, je ne vois pas. Et donc, si le chef de l'État devait aller dans le sens, par exemple, du bloc républicain ou de l'Union progressiste, le renouveau, il ne mettrait pas à disposition les ressources pour l'audit du fichier électoral. Donc, je crois qu'au-delà des querelles politiques, il faut que, au niveau des formations politiques, que les gens quand même puissent être plus consciencieux et prennent conscience des enjeux. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes un soutien, parce que nous sommes de la mouvance, que ce qui est du ressort de l'intérêt général ne doit pas quand même nous préoccuper au plus haut point. Donc je crois que en posant ce tas de partis salon donne d'abord une petite leçon aux élites que je suppose, ceux qui sont membres quand même de ces formations politiques là, pour leur dire c'est la nation d'abord. Si le fichier électoral, si entre-temps, vous avez suivi, il a dit, lorsque nous sommes dans le fait de l'action, au début de toute action, il y a cette fougue là, et bien après vous vous posez certaines questions. On prend le recul. On prend du rappel avec le recul. C'est ça l'homme, c'est ça qui est l'humain. Et donc lorsque on peut se dire la liste n'est pas parfaite, encore que toute œuvre humaine, cela va de toute autre humaine. Politique encore moins. Encore politique encore moins. Donc il fallait quand même qu'on puisse quand même voir un peu la question de l'extraction, parce que la loi dit que la NIP est chargée d'extraire de la liste du registre national la liste électorale. Au cours de l'extraction, on peut avoir fait des erreurs. Vous avez suivi le directeur général de la NIP la dernière fois qui a dit finalement nous avons pu numériser plus de je crois que 400 000 décès. Ça veut dire qu'on avait déjà un problème en matière de décès parce que nous n'avons pas l'habitude dans nos communes ou dans nos maisons d'aller déclarer les décès. Et donc petitement les choses vont rentrer dans l'ordre à partir de ce moment-là. C'est déjà un indicateur pour nous dire est-ce que nous ne pouvons pas nous assurer de ce que sur la liste électorale nous avons moins de décès. Parce que tout cela, par exemple, agit sur le taux de participation. Le taux de participation, puisque nous avons, disons, le nombre d'électeurs. Nous sommes peut-être 2 millions d'électeurs. Et peut-être dans ces 2 millions, peut-être que nous avons plus de 500 000 décès. Alors, au finish, nous n'avons pas 2 millions d'électeurs dans le fichier électoral. Donc, je crois qu'on doit pouvoir, à des moments donnés, prendre du recul et se dire jetons ensemble, mettons-nous ensemble pour que ce qui se fait là quand même soit quand même plus dans le sens, dans l'intérêt général. Et j'espère, parce que là, les acteurs de l'opposition, il faut saluer la démarche également de l'opposition, qui quand même n'est pas resté au devant de la scène. Tout à fait. Ouais, je me disais que... Est-ce que c'est un élément justement, la mise en place du comité de pilotage composé des acteurs de la société civile? On s'attendait à voir Eric Ondete, Noël Tchadé dans le comité. Est-ce que c'est l'élément qui a beaucoup plus rassuré le chef d'État, parce que je me disais, imaginez que si c'était le président Boni Yahi qui était président du comité de pilotage, vous voyez que je me dis, c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident que ce comité de pilotage soit reçu par le chef de l'État et dans les conditions que vous avez vues là. Si c'était Eric Ondete, que nous connaissons très bien, diamétralement opposé à la politique, à la gouvernance actuelle, cela va de soi quelquefois parce que bon, c'est dans les acteurs politiques, c'est le jeu politique. Mais ou un Noël Tchadé qui avait pris le devant, la tête du comité de pilotage, peut-être qu'on n'aurait pas fait franchir ce cap-là. Et donc je crois que quelque part, il faut saluer cette démarche, cette dynamique dans laquelle rester, où sont restés quand même les acteurs de l'opposition, et qui ont su quand même quelque part se retirer un peu pour mettre au devant de cet exercice-là, les acteurs de la société civile, et qui quand même ont choisi les experts. Et donc je crois que à partir du moment où chacun peut s'entendre sur le travail qui va être fait, je crois qu'au finish, on aura quand même un travail plus potable. Et c'est pour ça qu'on regrette justement l'absence
ces acteurs majeurs de la mouvance qui auraient pu être également là pour qu'on puisse se dire quand même que ce travail a été fait dans un consensus digne de ce nom-là, avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Encore que les SE viennent faire un travail purement technique. Et donc le chef de l'État, il faut le reconnaître quand même cette démarche-là. Et espérer surtout que ceux qui seront commis ou ceux qui sont déjà commis à cette tâche-là peuvent faire ce travail, cet exercice-là, départi de toute considération politique et se dire c'est un travail républicain, c'est une question d'intérêt général, c'est une question pour la paix qui n'a pas de prix. Et donc, au finish, pour le compte surtout des prochaines élections générales, qu'on puisse s'entendre sur la liste électorale. Le dé du fichier électoral pourrait-il susciter, on va dire, l'intérêt de la relecture du code électoral? Non, la lecture du code électoral, je crois que c'est deux éléments totalement différents. Bien sûr. Deux éléments totalement différents parce que la liste électorale, nous en avons besoin pour aller aux élections. Et puis le code électoral vient définir les conditions dans lesquelles quand l'opposition demande l'audit du fichier électoral et le chef de l'État dit bon, je vous accompagne, je m'y engage et tout, on peut revenir, mais revoyons un peu le code électoral. Non, mais je crois que sur cette préoccupation, Patrice Talon est resté constant. Oui. Est resté constant. Et moi, nous l'avons écrit d'ailleurs dans le quotidien La Nation récemment pour dire qu'il ne faut pas qu'on rêve. Parce que Patrice Talon, lorsqu'il leur a dit en 2019, si moi j'étais à votre place, je m'arrangerais pour aller pour participer à ces élections-là. Et puis bon, c'est vrai qu'on peut interpréter après chacun par rapport aux événements qui se sont déroulés en 2019, mais il faut remarquer, observer que Patrice Talon est resté constant depuis le vote de ce code-là. Il dit, moi, ce code-là, je ne viens pas toucher ce code-là. Je ne suis pas partant pour la révision de ce code-là. Et j'entends quand même. Et cela c'est fait depuis quelques années déjà. Déjà en décembre 2023, après le discours sur l'état de la nation, lors des échanges avec les médias, le chef de l'État est revenu sur cette préoccupation pour dire nous avons opéré la réforme du centre partisan. Et donc nous restons donc dans cette démarche-là. Quand il a reçu le président Boni Yayi, qui avait conduit la délégation du Parti des démocrates, il a réaffirmé. Il a reçu le comité de pilotage. Il a réaffirmé je ne suis pas partant pour une relecture du code. Comme la ligne rouge tracée du code électoral. Du code électoral. Mais ce qui est surprenant, vous entendez les acteurs de l'opposition dire on doit réviser le code. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment même est-ce que tu n'as pas la foi? C'est une question de foi. C'est une question de foi. Déjà imaginez, Patrice Talon prêt à financer l'audit du fichier électoral avec les ressources publiques et la mouvance, les partis de la mouvance censés quand même en matière de révision du code électoral quand même faire le pas, dit non, nous ne voulons pas de l'audit du fichier électoral. Mais là, ce Patrice Talon là, quand même, il a accordé cela. Patrice Talon dit mais je ne suis pas partant pour la relecture du code électoral. Qu'est-ce que les partis de la mouvance seront? Si les gens de l'État disent oui, là où ils disent non, là où les chefs de l'État dira non, et c'est là où les partis de la mouvance viennront dire oui. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut que les acteurs de l'opposition, ou en tout cas tous les acteurs politiques, se disent nous partons tous sur la base d'un même code électoral. Il n'y a pas de loi, qu'on appelle parfaite. Encore que dans ce contexte-ci, qu'est-ce que les acteurs de la mouvance ont pu réussir, que les acteurs de l'opposition trouvent. Mais ça, c'est ce qui est quand même extraordinaire. Tout qu'ils ne peuvent pas relever le défi. Je ne sais pas. Nous avons, au niveau de la mouvance, nous avons des partis, par exemple, parlant de l'UPR notamment et du Bloc républicain, des acteurs quand même qui ont pu se mettre ensemble, qui ont pu quand même faire quelques concessions. Quand vous voyez l'UP, le Renouveau qui fait également son chemin avec le PRD, qui ont quand même fait des concessions pour se dire, bon, malgré tout, on essayons quand même d'y aller. Au niveau de l'opposition, je ne sais pas ce qui est impossible de faire face à ce code électoral-là, tout au moins pour le compte des prochaines élections, si tant est que, en face vis-à-vis de vous, ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale ne sont pas prêts pour une relecture de ce code-là. Et tenez-vous, regardez, observez un peu. Les démocrates ont eu 28 députés, autant que
le bloc républicain. Qu'est-ce qu'il dit que le démocrate ne peut pas challenger le bloc républicain? Empêcher, par exemple, je ne leur jette pas du discrédit, faire tout quand même. Bon, si nous avons pu avoir 28 au moins avec le bloc républicain, faisons tout quand même pour l'empêcher d'avoir 10% sur le plan national. Ou quand même, ça veut dire que si nous avons quand même pu avoir 28 députés et le bloc républicain 28, ça veut dire que nous, on peut aller à 50 députés, encore que nous estimons que nous avons le peuple avec nous, et que le bloc républicain serait tout peut-être à 10 députés, et vous peut-être qu'il n'ait peut-être plus la possibilité d'être quand même d'aller au Parlement. Pourquoi ne pas se donner ce challenge-là et se dire, si tant est que, mais je crois qu'ils sont en train de comprendre. Et aujourd'hui, vous voyez que les démocrates sont un peu dans toutes les localités. Et ils sont en train de faire campagne carrément tous les jours, ils sont en train de faire réduction de compte tous les jours. Je ne comprends pas si la réduction de compte, il n'y a plus de périodicité pour la réduction de compte, pour toutes les mettre d'enterrement, toutes les communions, tout. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Moi, c'est chaque occasion pour rendre compte. Ça me rappelle la CSTB. La CSTB pour les élections et professionnels qui criaient non, c'est la magouille, c'est la fraude. Et pendant ce temps, la CSTB faisait de la mobilisation sur le terrain, faisait des affiches pour inviter les cadres à aller voter, à voter la CSTB. Mais dans le discours officiel, la CSTB venait dire non, c'est de la fraude, c'est de la magouille, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez ce qui se passe un peu, j'ai l'impression que pendant que vous voyez les démocrates dans tous les quartiers, tous les week-ends, tous les jours pratiquement, faire des actions de proximité, vous les voyez venir au devant de la série. Non, c'est faux. Le faux code électoral, ça ne va pas. Ça veut dire que quelque part, je me dis, peut-être que c'est cette stratégie qui est un peu similaire à celle de la CSTB, que certains acteurs de la mouvance ont peut-être compris. Et depuis quelques mois, vous entendez que bon, on nous a empêché de faire des meetings. Mais je crois fondamentalement, pour faire plus sérieux, pour dire que si le code électoral tel qu'il est aujourd'hui, avec tout ce que nous déplorons, nous exigeons, toutes nos craintes, si les acteurs politiques estiment que, bon, nous ne voulons pas de la révision, allons-y, faisons l'expérience. Une fois que le fichier électoral est transparent, allons-y, et après, nous allons quand même tirer toutes les conséquences. D'accord. Autre sujet avec vous, Arnaud, la 7e mandature du Conseil économique et social a été nouveau format, donc du CES a été installé. Quelle analyse faites-vous des personnalités justement qui composent l'institution? On a posé vraiment une question vraiment délicate parce que vous savez que citoyens que nous sommes, nous avons vraiment déploré cette réforme du Conseil économique et social. Il faut être sincère pour le dire parce que, vous savez, nous avons voulu avoir un Conseil économique et social, c'est pour avoir un regard plus différent sur la gouvernance. Parce que lorsque Patrice Talon disait, dans le cadre de la réforme de la nomination des ministres conseillers, que lorsque certains sont au plan technique, notamment les ministres, ils ne sont pas forcément au contact de la population, ne sont pas forcément en train de prendre l'avis des populations. Et qu'avec les ministres conseillers, quand même, on peut essayer de faire rendre ce compte-là, cette réduction de compte-là, de façon... ça peut faciliter d'ailleurs cette réduction de compte-là. Mais vous voyez, lorsque nous venons également au niveau du Conseil économique et social, on aurait souhaité quand même que cet organe ne soit pas autant politisé. Et que quand même qu'on puisse avoir beaucoup plus le regard citoyen, le regard des citoyens. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a voulu satisfaire, contenter, d'abord les recaler des élections 2023, je crois bien, des élections législatives 2023, et certains qui gagnaient parce qu'ils ne se sont pas retrouvés sur des listes pour le compte de ces élections-là, on a voulu les contenter. Oui, on les a tous carrément recasés. On est même allé repêcher les vieux et ceux qui carrément, franchement, de la scène politique, qui ne servaient plus pratiquement à rien sur la scène politique, qu'on ne voyait même plus, qu'on pensait finalement à la retraite, parce que c'est normal. On ne peut pas être au devant de la scène tout le temps. Il faut savoir quitter les choses à des moments donnés. Et que d'autres jeunes ont pris la relève dans les communes, dans ces localités-là, et qui continuent donc de donner de l'air, du feu à ce militantisme-là. On a laissé ces jeunes-là, et puis on a allé ressusciter certains vieux qu'on a ramenés au niveau du Conseil économique et social parce qu'il faut contenter tout le monde. Je crois que ça va rester, de mon point de vue, politiquement, une tâche noire. Encore que les secrétaires dans les réformes. Les fédérations syndicales ont été écartées donc,
du CES, on a des conseils économiques et sociaux. Et puis on sort les syndicats, on sort les acteurs les partenaires sociaux, on les sort du conseil économique et social. On fait appel aux politiques. On fait appel aux politiques pour venir combler, pour venir remplir la salle. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas, je dis, de mon point de vue, hein, ça va rester un gros point noir de mon point de vue dans pourtant, au premier heures du régime de Patrice Talon, on avait dit que c'est une institution budgétivore, une institution qu'on va supprimer vers la fin du deuxième mandat. Ça devient une institution beaucoup plus renforcée, beaucoup plus importante, un peu comme l'Assemblée nationale, quoi. Oui, évidemment. Oui. Parce qu'il faut augmenter le nombre, parce que quelque part, vous savez, si on vient envoyer 24 femmes également là-bas, gratuitement, bien sûr. Il faut penser quand même de faire des compensations et tout ça. Et puis également, la population béninoise grandit. Mais au niveau du Conseil économique et social, vous savez que le modèle du Conseil économique et social, la CEDEAO a voulu copier un peu ce genre de modèle. Justement. Parce que lorsque les populations commençaient à parler de la CEDEAO des peuples, cette histoire de la CEDEAO des peuples a quand même fait bouger les lignes au niveau de la CEDEAO. Et la CEDEAO a dit, mais il faut également qu'au niveau de la CEDEAO, que nous ayons à notre sein donc un conseil économique régional. Donc il faut qu'il y ait un conseil économique qui est composé pour la plupart des acteurs de la société civile. Des acteurs de la société civile. Pour qu'on ne dise plus que nous sommes dans la CEDEAO des acteurs privés, que nous sommes en train de tendre vers la CEDEAO des peuples. Et au niveau de la CEDEAO, cette réforme qui est en cours, je ne sais pas s'ils ont fini finalement, cette réforme qui est en cours implique des acteurs de la société civile, parce qu'on dit il faut donc avoir le regard des acteurs de la société civile, des partenaires sociaux, lorsque nous parlons donc de conseil économique et social. Et bizarrement, pendant que cette dynamique est en cours au niveau de la CEDEAO, au niveau du Bénin, nous savons carrément la direction. C'est-à-dire que nous faisons la marche contraire à là où nous sommes, ou qui inspirait déjà d'autres. Nous décidons, nous autres, maintenant, de dire, bon non, et quel regard des partenaires sociaux, restez là où vous êtes, en tant qu'acteurs politiques, nous prenons tout en charge, nous allons tout gérer. Donc je crois que de mon point de vue, que au niveau du Conseil économique et social, lorsque vous avez un instrument comme le Parlement, où nous disons que c'est le relieu de la politique, où nous avons quand même toutes les sensibilités, je ne vois pas pourquoi nous devons encore, au niveau du Conseil économique et social, ramener au lieu de la politique. C'est-à-dire que nous ramenons un Parlement bis au niveau du Conseil économique et social. Sauf que là, ils n'iront pas voter des lois. Mais j'ai l'impression que nous avons ramené carrément un Parlement en miniature au niveau du Conseil économique et social. Parce que vous savez que, à la fois, les démocrates ont désigné les leurs, les républicains aussi envoyé. Tout le monde a envoyé chacun. Donc nous revenons et nous allons nous donner conseil maintenant ensemble. Moi je ne sais pas pourquoi on a jugé. On va dire un mot sur les 35 ans donc, de la conférence des forces de vie de la nation. Les travaux se sont déroulés en 1990 pendant 10 jours. Ce sont des assises qui ont ouvert l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises 35 ans après? Oui, 35 ans, je crois que c'est déjà important. Il faut le souligner que nous faisons donc nous remplissons chaque année ce devoir de mémoire-là parce que nous avons été un modèle. Et ce n'était pas gagné d'avance la conférence nationale. Lorsque vous entendez les acteurs en parler, nous sommes vraiment plus jeunes, mais lorsque vous entendez les acteurs en parler, vous vous dites, mais comment ils ont pu, comment ils en sont arrivés à se mettre ensemble, à sortir ceux qui étaient condamnés, qui étaient en prison, à les sortir, à ramener ceux qui étaient en exil, à aller s'asseoir autour d'une table, à éviter... C'est vraiment invivable. À l'époque, à éviter la guerre civile pour des fonctionnaires qui étaient sans salaire. Donc vous vous demandez pour une armée... Avec un militaire au pouvoir. Un militaire au pouvoir, encore qu'au sein de l'armée, ça goyen également au sein de l'armée. Vous vous posez la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont... Où est-ce qu'ils ont pu puiser ces ressources-là pour pouvoir se mettre ensemble et nous permettre de passer ce cap-là et ne pas obtenir et ne pas verser dans la guerre civile. Vous voyez, donc je crois que véritablement, pour nous autres, il faut rendre hommage à ces acteurs-là, tous les acteurs qui ont contribué à cet héritage-là, à ce sursaut que nous avons et qui a d'ailleurs fait tâche d'huile sur le continent. Donc cela dit, il faut que cette culture-là que nous avons de mémoire, que nous sommes en train de revivre à chaque année, qu'on essaie de trouver, de pouvoir l'inscrire formellement, sans doute, dans le système éducatif, pour que les acteurs, les dirigeants de demain puissent savoir qu'on n'a pas besoin d'en venir
à la guerre. On n'a pas besoin de garder les positions figées lorsque nous sommes au pouvoir, aux affaires, à la tête de l'État. Quand on va l'enseigner à la jeune génération, les lieux qui ont servi de cadre à ces travaux, notamment on parle de l'hôtel PLM à Ledjo qui est en train de disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va enseigner à la jeune génération? Oui, c'est bien dommage, mais j'espère que bon, il y a un ministre devenu préfet, peut-être que vous suivez mon regard, qui me disait que lui n'a jamais compris pourquoi c'est dans un hôtel qu'ils sont allés faire la conférence nationale. On aurait fait dans une école. Qu'on aurait pu peut-être choisir une école, mais que lui n'a jamais compris comment est-ce que c'est un hôtel qu'ils ont finalement choisi. D'accord. Mais cela dit, il faut quand même qu'on ait des lieux également de mémoire. Parce que au-delà des discours, vous savez, avant, les gens faisaient des circuits, des gens allaient, je vais voir le PLM à Ledjo, parce qu'on te dit que c'est un haut lieu historique. Lorsque vous y allez, c'est un peu comme aujourd'hui, nous allons à Ouida pour la route des esclaves. Lorsque on fait le guide, fait le circuit avec vous, vous n'avez pas pris part au commerce, mais lorsque vous revivez l'histoire. Vous revivez l'histoire lorsque vous allez à Ouida et vous faites le chemin de la route des esclaves. C'est un peu comme cela. Lorsque on vous ramène... On peut tout démolir sans la route des esclaves. Bien. Oui, mais à Ouida, vous avez vu quand même, on a essayé, quand même au contraire, on a essayé d'améliorer pour que davantage ça puisse nous donner des attraits touristiques, mais quand même on a maintenu le circuit pour permettre quand même aux gens de venir vivre l'histoire. C'est un peu comme cela. On ne peut pas aujourd'hui nous dire on va supprimer simplement le PLM à l'audio. Et je ne sais pas si après on reviendra de mettre PLM à l'audio, parce que de toutes les façons, il me semble que en lieu et place, on est en train de vouloir mettre un complexe hôtelier. Donc, comme c'est d'hôtel à hôtel, je ne sais pas si, après, dans la conception, dans la mise en œuvre du projet, on va quand même essayer de nous situer par rapport à l'histoire. Voilà la table où était resté Monseigneur Isidore de Souza. Et peut-être même les noms de ces acteurs-là. Voilà le présidium. Voilà où étaient restés les élites de telle ou telle façon. Pour que demain, lorsque on nous fera ce circuit également, où nous irons au PLM à Ledjo, nous puissions quand même nous remémorer l'histoire et vivre un peu ce que les pères ont connu à l'époque. Mais déjà, c'est intéressant de faire souvenir de ce moment-là, de rendre hommage à ces acteurs, mais surtout de pérenniser les acquis de la conférence nationale, à savoir quand même que la liberté, les libertés, à savoir donc l'état de droit, à savoir donc la démocratie, parce que c'est de cela qui nous unit. Et aujourd'hui, il faut quand même que les acteurs, puisque nous sommes en train de perdre des souvenirs, vous imaginez, vous qu'on célèbre aujourd'hui, on célèbre la conférence nationale, et que chaque acteur reste dans son camp pour une célébration. Heureusement, fort heureusement que l'Église catholique, vaille que vaille, arrive quand même bien souvent à mobiliser, à réunir. Majeur, mais qui n'est pas écouté aujourd'hui dans sa recommandation. Oui, c'est vrai que récemment, j'ai suivi au colloque de l'Église catholique, j'y étais à Papa, récemment, et il y avait toutes les sensibilités. C'est vrai qu'on a plus souvent ces genres de moments, et c'est bien dommage. Donc, il faut que l'Église catholique tient ses rencontres et fait des recommandations, et un représentant ou un porte-parole du gouvernement vient répondre à l'Église catholique, bon, finalement, que reste-t-il des acquis de la conférence nationale? En tout cas, merci beaucoup Arnaud Doumaon, journaliste au quotidien La Nation. Merci pour ce regard sur l'actualité. On va se retrouver très bientôt sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine, et c'est le dernier rendez-vous du grand format de ce dimanche. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Podito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui
aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablabi chanter, quand elle fait de l'acapella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chat. Metaka de retour. On y va. Côté go, manono asoué. Nous des côté go, manono asoué. Eh, pardon. Jaja ouais. Ouais, point kaka idodi, ouais c'est d'ailleurs. Yena yolo yonu bena sumea. Nukuma kuwa sonyanya we. Côté go, manono asoué. Nous des côté go. Onu yorobo hekame wen fi ogbe ule. Pogba fo nyabo legbe kanu kolo. C'est le morceau qui installe confortablement notre artiste de la semaine sur le plateau du grand format. Mettons Constar. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonne arrivée. Une histoire de passion avec la musique que nous allons découvrir sur ce plateau. Mais avant, Constant Zankou, c'est à l'état civil. Oui. Mettons Constar. Voilà. Ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom d'artiste? D'abord, Mentokan veut dire c'est à l'ancienne Côte Contis la nouvelle. Ah d'accord. Voilà. Donc moi j'aime la musique, surtout comment dit-on les tam-tam qu'on joue ici en Afrique. Donc j'ai voulu simplement comment dit-on donner une valeur à la chose. Je ne veux pas aller épuiser, c'est-à-dire je ne veux pas aller chercher ailleurs et faire ma musique. Je peux prendre ce qui est de chez nous et mettre un peu celui de l'extérieur dedans. Celle de l'extérieur dedans pour donner une valeur à notre identité. C'est ça qui fait votre particularité. Oui, c'est ma particularité. Tout ce que vous apportez. D'abord, c'est ça qui donne le nom Mentokan. Ok, d'accord. Parce que je tisse la nouvelle corde à l'ancienne. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes chauffeur de profession, oui, danseur et percussionniste, donc de formation. Oui. Comment arrive-t-on à joindre donc, les deux secteurs? Voilà, j'ai tout fait pour éviter d'aller travailler à quelqu'un. D'accord. Voilà, donc j'ai ma voiture, j'essaie de gérer parce que d'abord tu peux aller travailler à quelque part et on t'appelle et tu dis que attention, j'ai un concert à tel niveau, donc le patron ne peut pas accepter. Donc c'est à toi de savoir comment gérer ta carrière professionnelle et l'autre qui te donne à manger. Donc c'est un peu ça. La musique aussi donne à manger, bien sûr. C'est au Bénin on dit, bon, la musique ne nourrit pas son homme. Vous mangez dans la conduite, également dans la musique et tout, c'est ça? Vous me voyez donc? Oui. Je suis comment? Bien habillé, en forme. Voilà. D'accord. Voilà. Ça veut dire que ça va. D'accord. Oui. D'accord. Vous conduisez toujours? Oui, je conduis. D'accord. Alors, vous avez commencé vos premiers pas en musique depuis l'enfance. Oui. La raison est toute simple, c'est la passion que vous avez pour la musique. D'où venait cette passion pour vous? Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspiraient en son temps? Non, il y avait un club dans mon village, un club de Toba ou de Tchékoumen. C'est à Djekbadji. Ah, oui, et j'avais 7 ans, 8 ans, et on me sollicitait pour aller chanter dans le groupe. Donc s'il y a manifestation, c'est le président qui se lève et il me donne, si il y a des pains, il me coûte des pains, il me dit, bon, c'est notre artiste préféré. Et ce qui m'a motivé maintenant à être danseur, à appris à danser, c'est que quand on joue là, on vient ici chercher les danseurs ici à Cotonou, dans le groupe perroquet de Koulakodi ou Etchacho de Koulakodi. Donc quand ils viennent, c'est-à-dire, moi je suis le chanteur principal, mais
En réalité, le public ne me voit pas, ne me donne pas cette valeur-là. C'est-à-dire, c'est eux. Ceux qui sont venus d'ailleurs. Voilà. Donc, parce que la danse les motivait, comment dit-on, le public plus que l'artiste qui est en train de chanter. Elle dit, ben, la danse aussi, si la danse aussi est tellement forte, il faut que je rentre dans... C'est clair. Voilà, donc je suis rentré dans ça et... Voilà, ça a donné ce que ça a donné. J'ai dansé pour plusieurs artistes déjà, les Ekwantansi, les Kalamoulay, Otis Newton, Vovo Villop. Donc j'ai fait tout ce parcours-là. Et après cela, ben, j'ai dit, bon, d'accord, il faut que j'apprends maintenant à jouer une percussion. Et c'est effectivement. Oui, je peux en train de jouer gong ou casquette ou n'importe quel data, mais en train de chanter simplement sans même se gêner. D'accord. Oui. Aujourd'hui, vous avez 5 albums à votre actif. Il y a le 6e, donc qui est en cours. On va en parler. Le premier qui est sorti en 2009, composé de 6 titres. On peut en parler brièvement. Oui, cet album, c'est un Rounogan qui me l'a produit. Et comme il est Rounogan, il m'a dit, bon, moi je suis Rounogan, hein, donc il faut que tous les morceaux que tu vas faire là, il faut louer et bon, mon fétiche là-dedans. Donc ça fait que le premier morceau, c'est typiquement les chansons de Tron, j'ai fait. C'est-à-dire le titre c'est Agbandonak Penwe. Le titre de l'album c'est Agbandonak Penwe. Agbandonak Penwe, Makazi Agbané Yayo, Vodo Agbandonak Penwe, Ome Voron de Mono Agbanegba, Agbandonak Penwe, Mimaze Rungba Yayo, Golo Vodo Agbandonak Penwe, Akovoron de Mono Agbane, Agbandonak Penwe, Anaï Mocheji Le Boudiko, Boudafo Dunsi Agbanjank Penmi, Amon Malonzi Agbané Yayo. Voilà le premier. C'est une façon de valoriser aussi la culture béninoise. Oui, la culture béninoise, voilà. D'accord. Oui. Le deuxième, c'était 5 ans après. Hein. Oui. 5 ans après, entre le premier et le deuxième, il y a un silence ou un temps de travail pendant 5 ans pour sortir le deuxième album. Oui, j'ai voulu pas faire plaisir à ce producteur pour dire si tu dois me produire, il faut que chaque fois je chante photo là. D'accord. C'est pas la peine. Donc moi-même là, je me suis décidé, j'ai dit bon, j'ai fait les et j'ai fait sortir j'ai fait l'autoproduction moi-même. D'accord, pour le voilà. deuxième. C'est pourquoi ça a un peu duré. Voilà. Et puis ça connaît de succès. L'album a connu de succès? Oui. C'est en cette année-là que j'ai été, comment dit-on, Konava. Oui, Konava, Doitos Rock en l'eau, quinzaine de la musique, donc voilà. Je sais que vous avez été finaliste aussi à Konava en 2013. En 2013, Konava Inter 2013, le représentant de l'Atlantique. Effectivement. Voilà. Vous avez été aussi finaliste en 2017, le représentant de la Tonga. Parce que je me suis dit, bon, c'est le Bénin. Il faut varier, donc il faut aller aussi te tenter par rapport à d'autres artistes pour voir ce que tu vaux, c'est tout. Et ça a marché. Oui, ça a marché. La collaboration avec Supersonic, c'était un très bon clip et tout. Comment est-ce que la collaboration est née? Non, la collaboration a été parfaite. C'est un artiste, un grand frère. Bien sûr, bien connu. Bon, je suis allé le voir pour dire, bon voilà, toi tu es bon dans ça et moi, c'est la tradition que je fais, mais il faut qu'on s'associe pour faire quelque chose de bon. Et il a accepté. Et on a commencé par se voir pour dire, bon, il faut que le test est ici, le test, toi tu vas faire ci. Bon, j'ai même dit, là, que ça doit être, il faut trouver des phrases du Nord. Par exemple, il fait 17 ans au Nord. D'accord. Donc, c'est le Bénin, donc il faut créer quelque chose. Il a créé, il a dit non, il faut me chercher quelque chose du Nord. Et c'est ça qui a donné ce que... D'accord, c'est ça qui a donné ce qu'on va suivre aussi, la régie avec nous, on va suivre une petite séquence donc, du morceau de ce feat. Son Excellence Claude Balogo, Cancan Production, Léon Abéant, Idavité, Maman Nata,
qui me fait plaisir est de savoir que vous n'êtes pas mon créateur. Et mi ouais c'est yo de mina koi pigoji akoko kedene akpata le koso matija ibotan la foke tocheni. Voilà donc pour cette séquence du morceau signé Supersonic et Maître Casta, notre artiste de la semaine, qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté? Ouais, ça fait que d'autres... Parce que les gens pensent que c'est fait seulement la tradition, la musique traditionnelle. Voilà. Ça là, c'est musique moderne d'inspiration traditionnelle. Donc, c'est pour dire que je fais la musique traditionnelle, la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Donc, je fais un peu de tout ça là. Donc, ça a fait que d'autres, bon, ils ont commencé par me voir différemment. Parce qu'ils disent, toi là, tu fais trop de la tradition. Mais aujourd'hui, quand je vais à quelque part, je suis... Oui. Donc, on va parler des autres albums. Oui. Le 3e, le 4e, le 5e. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces albums? Il y a parmi ces 3 albums là, il y a un titre qui dit Abatagba, ça veut dire l'enfant a grandi. Oui. Parmi ces 3 albums restants là, il y a un titre là que bientôt je vais sortir le clip. C'est Mindona mama ni wa dede, Mindona koele ni wa dede. Mindona manele ni wa dede bo, mi bodona no vile ni wa dede. Te wa mi de bo mendi manko blokon rofi. O tout est vanité. Vanité de vanité. Ajanu wa do no so gbe rumbo no fili so asi. So podo nu komboja. Mi bodona menele ni wa dede bo, mi dona no vile ni wa dede. Vanité, c'est l'un des titres du 6e album. Du 6e album. Alors, vous en êtes où? Est-ce que tout est presque prêt? Oui, ça, les deux morceaux restants, c'est encore studio. J'ai déjà fait ça. Donc ça reste un peu de... D'accord. Pour prendre ça. Mais après ça, quand je vais finir les deux là, je vais faire ce clip là. Et... Inch'Allah, ça va. D'accord, on va suivre une petite séquence donc du morceau Destin. Mon destin. Mon destin. Oui. On va suivre une petite séquence et puis on vient pour finir notre entretien. D'accord. Voilà, Modestin, est-ce que vous parlez de vous là? Oui, j'adressais à quelqu'un quoi. Parce que quelqu'un m'avait fait quelque chose là. Et on dit, un artiste, l'artiste doit être un exemple. Et comme j'ai pas cette force pour aller faire comment dit-on, pour aller chamailler, faire de n'importe quoi, je me suis rentré à moi et dit bon, il faut faire un son. Peut-être il y aura peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas là. Donc quand ils jouent le morceau là, bon, ils vont se sentir à l'aise dedans. C'est pourquoi il dit c'est-à-dire je suis allé voir un parrain pour lui demander un aide, par exemple. Et pour lui, c'est-à-dire, je ne trouve pas à manger chez moi. Alors que là, je suis venu ici maintenant, il y a un technicien qui est là. Je peux lui faire un geste, non, pour dire, bon, mon frère, tu peux m'aider, hein? Ça n'a rien à voir avec... donc, lui, chez lui, automatiquement, il voit que, moi, je n'ai rien fait. L'artiste, il faut laisser ça. D'accord, on va finir avec justement la reprise donc, de Mon Destin. Oui. Allez-y. Monsieur Ibé. Donu mekentoni ba fi de bogbon do mi bi di e ma bi odo po wa gbe fi che un bi o wa e ko yonu mi do fi mi fon mi no do menu do e men do to de makaya fo po do fi mi fon mi no do menu do e men do to de makaya fo po pe de o si du do kasu mento e makaja na go pe do po etu do fi
Owe do no atintole ati oma mo gboje le mi lo na mo mi fo mi no ro pe che yan we dun pe me o lan ko to kelu mo no kwa mi osu akulu no che mna igbe na gbo mi fo mi no de wu agbegbe ntore na yi mo to etan we mi no le o mo nu de ma so ran je pon awon yan gidi gbaja yin to ero fi asin so ta nde ma no li agba mi asin de wa mo we na kan Star en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On attend impatiemment le 6e album donc qui va sortir. Ça va cartonner. Ça va cartonner. On l'attend impatiemment. En tout cas, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 2 mars 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Veki, c'est à Soava. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir.